crois qu'Hugo est au bout de la rue, je le cherche. Il a pris une table. Le mec nous met bien. Au geste. Ça va Hugo? Ça va et toi, Max? La forme? En forme. T'as l'hôtel dans le coin, non? À 500-600 mètres. Ok. Et là, on va aller boire un café dans un endroit que j'aime bien. Allez, je te suis. Let's go. Tu nous en viens de ton repère ou quoi là? Eh ben, écoute, petit café sympa, petite rue dans une très grande ville. Je trouve ça assez sympa. C'est beaucoup de monde pour boire le café comme ça le dimanche. Je pense qu'on est pas loin d'être au max. C'est vrai qu'on est dimanche matin. Là, j'oublie complètement quel jour on est. Premier jour là, du tableau final. Toi en double, ça rentre un peu plus tard. Ça commence mardi maintenant. Là, c'est la première année que ça commence mardi. D'habitude, c'était le mercredi. C'est allé sur 3 jours, donc le tableau sort tout à l'heure. On saura tout à l'heure à quelle heure, enfin, quel jour on jouera à peu près. Ouais. C'est la combienième de saison, d'année ou de fois que tu viens ici à Melbourne? C'est la 7e année consécutive. Ouais, c'est mon 7e Australian Open déjà. Et donc l'année dernière, t'es finaliste en titre. Là. L'année dernière, t'avais claqué un gros résultat. T'as joué toute la saison avec le même joueur? Ouais, l'année dernière on a fait finale et on a fait toute l'année ensemble. On a fait une belle année avec des très bons, des moins bons résultats, mais oui, on a joué ensemble tout le temps. Et je me souviens plus qui avait joué avec Jérémy Chardier, parce qu'il avait fait un bon résultat aussi, ça me revient là. J'hésitais, je sais plus si c'était avec toi ou. Et ben Jérémy il a joué avec Fabrice Martin et on les a joués en demi-finale justement Ouais. sur la Road Lever. C'était un super souvenir. Ouais. Très bon pote à toi, Fabrice. Très très bon pote et c'est le dernier mec avec qui j'ai bu un café ici d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Fab, si tu nous regardes, bisous. Ok, 7e année, donc là ça y est, on avait fait un premier épisode de podcast pendant le confinement qui est d'ailleurs toujours dans les cartons. J'attends toujours que t'envoies un grand chelem, on n'était pas loin l'année dernière. T'avais d'ailleurs une barbe un peu, t'étais en mode des coupeurs de bois à cette époque-là. Exact. Donc c'était il y a 3 ans, 4 ans bientôt. Ça va faire 4 ans en avril. Ah ouais, là j'étais dans un autre monde. Là j'étais à la campagne, je coupais du bois en effet, je cueillais, je plantais. Non, j'étais pas dans le tennis du tout, mais intéressant à ressortir dans quelques années justement. Après, ça peut être marrant. Tu reverras ta tête de jeune de l'époque. Et du coup, les choses ont bien évolué pour toi, c'est top, on va en parler en détail. Mais déjà, j'ai eu oui dire par d'autres membres de la team Extia. Ah voilà, Ouais, le café, superbe, meilleur café de Melbourne. c'est magnifique. J'ai eu la cuillère et tout est collector ici. Hein. Incroyable, Ouais, c'est ça. c'est magnifique. J'ai eu oui dire que toi, t'étais un peu ce style, un peu à l'ancienne, à prendre ton café le matin avec ton journal. Thank you. C'est un peu ce qui te définit, non, le franchouillard des temps modernes? Je sais pas si c'est ce qui me définit, mais oui, j'aime les choses simples. Je trouve que c'est plutôt, je suis plutôt café le matin, comme ça, dans les petites rues, découvrir. Bon petit déj, bien manger, plutôt que soirée jusqu'à 6 h du mat. Mais j'aime bien les deux, hein, mais oui, c'est vrai que mes potes me font un peu cette réputation en rigolant, mais j'aime beaucoup ça, c'est Tu vrai. lis quoi comme journal L'équipe ou autre chose? Journaux, ouais, non, sinon je lis mes bouquins, mais l'équipe, entre autres, ouais, ou les journaux locaux en général, comme ça je vois un peu ce qui se passe. Mais je suis pas non plus là à ouvrir mon journal tous les matins. Non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Tu lis quoi en ce moment? Un roman, un roman qui s'appelle Respire, D'accord. qui est très connu, c'est je crois dans toutes les bibliothèques en première ligne. J'ai juste pris ça pour l'Australie, histoire. De qui? Alors c'est Maud Ankawa. Ankawa, voilà, ouais, super connu. Donc on m'a dit que c'était sympa et effectivement c'est très léger, c'est sympa. Ouais. Cool. Du coup, ouais, tu me disais, tu sais, sur les tournois, il faut quand même un peu se divertir comme on peut. Ça peut souvent être la même routine. C'est quoi, toi, tes habitudes, par exemple à Melbourne ou sur d'autres endroits? Comment procèdes-tu? Bah, comme je te disais, voilà, c'est quand le tournoi commence, souvent c'est assez chargé. Il n'y a pas trop de changements. On va assez tôt au club, on s'entraîne comme on peut, on va off-site parce qu'il y a pas, comme il y a les matchs la journée, on doit aller sur des autres sites d'entraînement, donc ça prend du temps. On roule, j'ai les entraînements physiques, tennis, la récup. Donc globalement, quand le tournoi commence, je passe mes journées là-bas. Et sinon, bah voilà, aujourd'hui c'est encore une journée assez tranquille parce que je m'entraîne toute cet après-midi, mais ce matin j'étais tranquille. Bah voilà, j'essaie de découvrir des nouveaux endroits, même si ça fait 7 ans que je viens, bah, j'ai toujours des nouvelles rues, des nouveaux trucs. Moi j'aime bien marcher, j'aime bien bouger, rencontrer un peu du monde, donc voilà, je me balade quoi. Je reste pas dans ma chambre. Donc ça dépend si tu vas loin dans le tournoi pour être un peu plus, avoir un peu plus de temps. Admettons, à partir, quand c'est sur une semaine, c'est quoi? C'est à partir du jeudi, vendredi.
Et en Grand Chelem, c'est plus deuxième semaine, non? Que Que tu prends le temps de découvrir une ville. Ben non, alors plus le tournoi avance, moins je prends le temps parce que si je suis encore dans le tournoi, si tu veux, les temps de récup sont limités, on est quand même fatigué à l'enchaînement des matchs, donc voilà, là pour le coup, je vais vraiment faire du jus, on appelle ça, et moins me balader, etc. Me balader, c'est soit 2 jours avant le tournoi, sur un jour off un tout petit peu, ou sinon après une défaite, tu vois, je peux en profiter avant le prochain voyage, de faire une après-midi ou une journée découverte un petit peu. Ouais. Le café est magnifique, hein, je me régale. C'est vrai, il est bon. Ouais, franchement, meilleur endroit de Melbourne so far. J'ai passé beaucoup de, ouais, j'ai passé beaucoup de temps au club, ça me fait plaisir aussi de. Voilà, hein. On a fait une interview avec Quentin Alice, on a pris 5 recals parce qu'il était 16h15 et que tous les cafés ferment à 16h. Et au final, on a fini dans une cour intérieure et l'interview a bien marché. Les gens ont kiffé voir un peu en dehors du stade, tout ça, tu vois, avoir un peu de vie. Donc, les gars, si ça vous plaît, mettez-nous un petit like et allez suivre Hugoni sur son compte Insta. Il poste tous les jours, le gars. C'est une machine de guerre. Eh oui, j'aimerais bien, mais pas du tout. Je fais pas du tout le taf sur Insta, donc il va falloir que je m'y mette, je crois, parce que ouais. Et prendre quelqu'un pour t'aider, non? T'as pas trop songé à ça? À la base, je me disais que je pouvais le faire moi-même, et plus j'essaye, plus c'est pas possible. J'arrive pas trop, donc peut-être, ouais, ça sera peut-être le cas. Bon alors, raconte-nous un peu la vie d'un joueur de double. Là, t'es top 10 ou aux portes? T'es combien là? Cette semaine, là, je suis 15e. Ouais. Je t'ai croisé d'ailleurs à Turin. T'étais juste derrière pour éventuellement faire partie des 8 meilleures paires sélectionnées pour les ATP Finals. En quoi ta vie elle a changé là depuis 3 ans, depuis le dernier podcast qui est pas encore sorti, mais on va dire, je sais plus combien, t'étais combien à l'époque, tu te souviens ou pas? 65, je crois, dans ces eaux-là, entre 65 et 70. Ouais. C'est quoi les changements majeurs du coup, même si en étant top 100 en double, on se dit bon, le mec est plus ou moins arrivé, en vrai, faut être un peu plus haut, non? Ouais, en double, c'est arrivé. De toute façon, moi, j'estime qu'on n'est jamais arrivé tant qu'on n'a pas atteint vraiment son objectif ultime. Mais oui, on peut en vivre correctement quand on rentre dans les 60, 70. C'est un peu plutôt, c'est un peu le cut des grands chelems, des ATP 250. Et moi, bah oui, ce qui a changé pas mal de choses parce que j'ai un partenaire fixe maintenant depuis 2 ans. Avec Yann, on joue ensemble tout le temps. On a bien progressé. Ça aide beaucoup à se stabiliser et à progresser en tant qu'équipe. Je pense que c'est très important. Est-ce que tu peux juste nous dire qui c'est, et d'où il vient, quel âge il a? Jan Zielinski, c'est un joueur polonais qui a 27 ans. Il est plus jeune que moi. Et voilà, il arrive du collège des États-Unis. Il a fait 4 ans aux États-Unis. Et ensuite, il s'est mis sur le circuit. Il a décidé de faire du double très rapidement. Dans quelle fac il était? Il était oui, il était dans la même fac que Sadio Doumbia. Donc c'était. Ça nous reviendra. Merde, putain, il va m'en. Galactics. Non, 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 c'était en Géorgie. Ok. Bref. Georgia. Ouais, ouais, ouais. Georgia Tech, non, c'est ça? Non, Georgia, l'autre. Ok. Town. Là où il y avait John Isner. Ok. Voilà, il me semble que c'est ça. Que Isner avait fait college tennis. Quasiment tous les Américains, quasiment, sauf ceux qui ont été très forts très tôt. Mais ouais, ouais, John, il a été là-bas, je crois. Donc voilà, pour revenir aux différences, voilà, je me suis stabilisé avec un mec, on a très bien joué l'année dernière, encore 2023, on est passé de la 40e, enfin moi j'étais 40e au début de l'année, avec cette finale on est entré top 20, et puis après on a gagné Rome, le Masters 1000, donc top 15, et voilà, puis on a fini 9e mondiaux à la fin, donc remplaçant au Masters, ce qui est quand même pas mal, donc on était très frustrés d'être là-bas et de pas jouer, mais en même temps d'être là-bas c'était un premier pas vers ce Masters. Donc ça a beaucoup changé, je gagne mieux ma vie, je suis capable d'investir plus aussi. Donc sur les entraîneurs, en fait, c'est un peu l'effet boule de neige aussi. C'est que quand tu es moins bien classé, tu as besoin d'investir pour ta carrière, mais tu n'as pas les fonds. Quand tu joues bien, tu peux, et du coup, bah, tu as plus de team, du coup, c'est mieux, donc tu joues bien, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. J'ai un entraîneur tennis, préparateur physique. Voilà, j'ai une équipe un peu plus étoffée et un partenaire fixe surtout. Donc voilà, c'est très stable. Maintenant, voilà, j'ai qu'une chose à faire, c'est me concentrer sur mes entraînements, sur moi être en forme tout le temps. Et voilà. Tu joues à gauche ou à droite sur le court? À droite, depuis ça va faire 4 ans et demi. T'as changé, c'est quoi le parti pris?
J'ai changé, je jouais à gauche très longtemps, quasiment toute ma carrière. Bon, on alternait de temps en temps. Quand tu es en futur, tu t'adaptes avec ton partenaire, mais je jouais à gauche. Et en fait, un jour, j'étais avec Romain Arneodo à Los Cabos en 2019. Et je lui ai dit, écoute, cette semaine, je passe à droite, je le sens. Et il me dit, t'es sûr quand même, c'est bizarre. Et je dis, oui, oui, t'inquiète pas. Et cette semaine-là, on a gagné notre premier titre sur le circuit ATP à Los Cabos. Et depuis, donc, j'ai pas changé, je me sens très bien à droite. Et quoi, tu te sentais robuste sur le retour bloqué à une main et maintenant tu prends plus du slice ou les mecs vont quand même chercher ton revers à une main à droite? Ah, je vais pas dévoiler ce qu'il faut faire contre moi pour que je retourne pas bien, mais, Pas mais forcément ce oui. qu'il faut faire, mais ce que les mecs font en tout cas. Ouais, ouais, ils essayent de. Bah, ce qui peut paraître difficile pour un droitier, revers à une main à égalité, c'est de retourner en revers. Et c'est vrai que c'est pas facile. Maintenant, c'est ce que j'arrivais bien à faire. Bah, après, les mecs te connaissent et ils s'adaptent, donc ils te servent un peu plus au corps, ils varient, tout ça. Mais oui, oui, ça peut paraître un peu bizarre parce que t'as un mec au filet en fait qui couvre le long ligne et c'est naturel d'aller long ligne. Donc c'est un peu le défi revers à une main quand tu joues à droite. Mais moi j'aime bien Tu le bosses énormément, le retour? tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un moment où je bosse pas quelques parties de mon jeu parce que c'est de la remise en question permanente, quoi. Enfin, ça, c'est simple, le double. J'estime que le tennis, il n'y a rien d'acquis. C'est tout le temps, quoi. Faut tout le temps tout bosser. Il y a des semaines où ça se joue à un millimètre, tu te dis, putain, c'est pas possible cette semaine, je sens rien, je la sens plus, j'ai perdu le truc. Ou alors c'est quand même globalement le timing est là et ça finit par rentrer. Bah, je dois dire que plus je vieillis et plus j'ai de la bouteille, entre guillemets, je sens que mon niveau moyen est de plus en plus élevé. Donc ça, c'est agréable. Il y a plus vraiment de semaines où j'en mets plus une dans le cours, où je sens rien du tout, tu vois. Après, il y a des semaines où tu as un peu cette sensation, mais j'ai l'expérience pour me dire que bah, je sais que c'est provisoire. Si je bosse, ça va revenir. Ça m'est déjà arrivé 50 fois depuis que j'ai commencé les tournois pro de pas sentir la boule. Je sais que ça revient à un moment donné, à condition de bosser et de rester un minimum positif, etc., etc. Donc aujourd'hui tu capitalises moins sur la confiance que tu peux faire claquer une semaine sur un résultat pour derrière te dire allez c'est bon, j'ai confiance en mes repères. T'es plus sur le process global, annuel, t'es comment? Moi, je suis sur le process annuel, quoi. Je sais que, encore une fois, c'est toujours pareil. Quand tu joues très très bien, il y en a combien de moments dans l'année où un joueur de tennis se sent extrêmement bien sur le court et sent que voilà, il vole sur le court. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. C'est 4, 5, 6 semaines dans l'année. 6 pour ceux qui ont 6 doigts. Mais ouais, je sais que c'est une constante recherche de stabilité, de sensation. Voilà, je suis conscient de ça, donc je souffre pas du tout de ça et je sais que voilà, c'est travail quotidien et les résultats, les sensations viendront. T'as quel âge là? 32 ans. T'es frais? Je suis frais. Écoute, j'ai un très très bon entraîneur physique et du coup, il me fait bien bosser. Je bosse beaucoup et je pense que c'est la clé pour moi pour durer plus longtemps. Et j'ai faim. J'ai très très faim de voyage, même si ça c'est un peu dur de temps en temps. J'ai très faim de voyage, de tournois, de tennis. J'ai la dalle quoi. Donc ça va. C'est beau ça, incroyable, à 30 piges passées, incroyable. Et le fait d'être en couple, ça te bloque pas dans tes voyages et la distance? C'est pas facile. C'est pas facile pour ma copine, surtout que là elle peut pas voyager depuis début juin parce qu'elle avait un nouveau taf. Là, je pars 3 mois. Je suis parti à Noël et je reviens pas avant fin mars parce qu'après l'Open d'Australie, on a la Coupe Davis avec Monaco au Paraguay. Donc je vais directement au Paraguay pour ensuite enchaîner sur la tournée mexicaine et américaine, ce qui nous amène jusqu'à après le Masters de Miami. Et heureusement, je la fais venir là en Floride et au Mexique. Sinon, c'est 3 mois sans se voir et c'est pas facile. Il faut composer avec ça. C'est pas facile pour elle, pas facile pour moi. Mais voilà, ma carrière ne sera pas éternelle, donc il y a des priorités, elle le sait, elle a aussi son travail. Et écoute, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, donc pour l'instant, c'est une affaire qui roule. Et c'est quoi votre rythme ensemble? Vous appelez tous les jours, un petit message tous les jours pour se sentir, je sais pas, j'imagine que c'est un équilibre à trouver à des moments clés peut-être, comment vous fonctionnez?
Non, très contact. Elle a besoin et moi j'aime bien aussi. Ça me permet d'être un peu raccroché à mon quotidien et à la maison. Ça fait du bien moralement. Donc on s'appelle avec le décalage horaire pas facile parce que je me lève, elle va se coucher, je vais me coucher, elle se lève, elle part au boulot. Donc c'est jamais très long, mais on essaie de savoir le matin et le soir quand même. Elle fait quoi? Elle est créatrice et vendeuse dans un magasin de pierres précieuses pour fabriquer des bijoux. En fait, c'est un magasin où tu te pointes et t'achètes tout pour faire tes bijoux. On t'apprend à les faire. Et voilà, C'est beau ça. créatrice. Très bien. Euh, donc, tu nous l'as dit, tu fais partie de la Fédé monégasque. Tu es monégasque. Euh, Déjà, avant ça, sur une année comme l'année dernière où tu joues bien, tu fais combien de prize? Il te reste combien à la fin de l'année? Parce que tout ce qui est public est brut. Derrière, il y a les impôts, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres qu'on se projette mieux que si on avait une info publique sur le site de l'ATP? Alors oui, tout ce qui est public, ce qu'on voit sur Internet, c'est effectivement brut. C'est vrai qu'il faut enlever 30% à ça. Derrière, je paye quand même des taxes, des charges, etc., etc. J'ai beaucoup de frais parce que j'ai mes entraîneurs. Ce que je voulais dire, tes coachs parfois voyagent avec toi ou ils restent à la maison? Ah non, non, il voyage, c'est ce que je te disais. On a pris un coach. On a un coach qui est un ancien top 10 en double, Marius Fürstenberg, et qui coûte de l'argent, quoi. Le mec, il faut qu'il vive. Donc, Et vous le partagez avec Yann? on le partage avec Yann. Donc, on paye son salaire à la journée, ses frais et un pourcentage du prize money. D'accord. C'est ce qui se passe la plupart du temps avec les coachs sur l'ATP. Et j'ai eu pour à peu près, avec tous les coachs, plus enfin toutes les dépenses de l'année dernière, ça m'a coûté environ 70 000 euros de coaching, de frais de coach. Voilà, donc tout accumulé, plus les taxes, machin, sur ce qu'on voit publiquement, il me reste un peu moins de la moitié. Voilà, donc je ne vais pas me plaindre parce que dans le top 15 mondial en double, on gagne très bien sa vie quand même. Ça n'a rien à voir avec le simple, je dirais que c'est environ 15-20% de ce que gagne un mec en simple, même pas, c'est 10% de ce que gagne un mec en simple au même classement. Mais enfin voilà, à l'échelle d'une personne normale, c'est déjà bien. C'est des bons revenus. T'étais en simple, t'étais combien ton max? En simple, j'ai été 327, il me semble, pour être précis. Ouais, c'est quand même plutôt propre. Tu joues en tchal, non? Ouais, je jouais en futur et en tchal. Alors j'ai arrêté tôt quand même parce que j'ai arrêté à 26 ans et en 2017, quand j'ai vraiment senti que je montais en double, j'ai décidé de me focus sur le double. Voilà, j'ai pas mal de joueurs, je trouve, qui arrivent à leur meilleur niveau maintenant vers 29-30 ans. Tu as des mecs comme Constant voilà, qui sont arrivés top 100 à quasiment 30 piges. Donc je sais pas ce que ça aurait donné. Je pense que j'aurais pu être un petit peu mieux, mais c'est vrai que j'ai pas poussé beaucoup plus. J'ai choisi cette voie-là. Je suis très content aujourd'hui. J'ai interviewé plusieurs mecs qui me disaient que ça a été dur pour eux de faire un trait sur leur carrière en simple, que euh, le, le fait de mettre l'ego de côté. Et puis c'est quand même un autre milieu, entre guillemets, où tu as quand même moins la lumière, tout ça. Toi, Double. ouais, toi tu l'as vécu comment? Non, bah, je ne l'ai pas vécu comme ça parce qu'en fait, c'est simple, hein, quand tu es 300e mondial en simple, tu as un bon niveau. Moi, je jouais des challengers et des futurs, mais tu n'as pas du tout la lumière sur toi. Donc, en fait, moi, quand je suis monté dans le top 100 en double, j'ai commencé à jouer les grands chelems, les ATP 250, à gagner de l'argent. Donc, en fait, moi, c'était totalement l'inverse. Je passais, entre guillemets, dans la lumière sans vraiment l'être, mais j'ai commencé à gagner ma vie, à faire les tournois les plus prestigieux du monde, jouer avec du monde. Moi, ça a été un changement de vie justement positif. Hein. C'était pas du tout mettre l'ego de côté. Au contraire, c'était bah voilà, enfin je vis ce dont j'ai rêvé, ce pourquoi j'ai rêvé toute ma vie, quoi. Donc voilà. Et Yann, t'es pote avec lui ou collègue de travail? Potes, et les deux, potes et collègues. Forcément, on passe énormément de temps ensemble. Donc on n'est pas tout le temps en dehors du cours ensemble non plus, tu vois. Et lui, il a sa copine en plus, on se laisse tranquille de temps en temps. Il y a des semaines où on fait tout ensemble, il y en a d'autres où on se laisse tranquille. Et le coach, tu disais à la journée, moi j'ai entendu les forfaits à la semaine. Tu peux nous dire combien ça coûte à la journée, un forfait de coach de double, ex-top 10? Mais lui, Marius, il coûte 260 euros par jour qu'on divise. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on fonctionne à la journée, tu vois. S'il vient, il est assez cool sur ça. C'est que lui,
Voilà, il nous a simplifié le truc. S'il vient 3 jours sur un tournoi en Europe et qu'on perd au premier tour, si tu veux, on lui paye les 3 jours où il était là. On ne lui paye pas la semaine. Parce qu'il a des activités chez lui. Voilà. Donc 260 euros par jour, plus ses frais d'hôtel. Et on lui paye 8% du prize money à partir du deuxième tour. Ah ouais, quand même. C'est beau bonus, ouais. C'est beau bonus, mais c'est un travail d'équipe. Si tu veux, lui, il bosse beaucoup, il fait beaucoup de vidéos, il regarde les matchs de nos adversaires, il passe du temps, on débrief la veille. Il n'y a pas que sur le court, tu vois, il est vraiment là. Sans un avant-après Marius, Ah ouais. avant-pendant. Ouais, surtout en fait, c'est un gestionnaire d'équipe, quoi. Tu vois, nous, on est une équipe. Des fois, moi, j'ai envie de dire des trucs à Yann. Yann, il a sûrement envie de me dire des trucs, sauf que c'est pas vraiment mon rôle de lui dire des trucs. Enfin, ça peut un peu pimenter la relation dans le mauvais sens. Et du coup, Marius est là et il fait le lien. Il sait comment dire les choses à Yann, il sait comment me les dire moi. Et ça permet de pas se friter avec Yann parce que c'est pas évident. Tu vois, tu joues en équipe, tu as envie de dire à ton partenaire ce qui te plaît pas, ce qui te plaît plus, ce qui machin. Quand tu es un entraîneur, tu passes par lui et au moins, voilà, ça se dispatche les infos plus facilement et c'est cool. C'est un médiateur un peu sans le vouloir. Ça se frite beaucoup en double? Non, je pense. Beaucoup, c'est pas la bonne question, mais est-ce que c'est souvent, enfin, ça peut souvent être conflictuel s'il n'y a pas justement le fameux médiateur dont tu parles? Je pense que ça peut l'être, vraiment. Je pense que ça peut l'être parce qu'on joue maintenant des gros tournois où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent, beaucoup de points. Ouais. Alors voilà, c'est naturel. L'humain, il est tendu dès qu'il y a des enjeux pareils. Et donc, et ben, même si c'est. Enfin, je pense que tu l'as déjà expérimenté, même en jouant un double ou une partie de paddle, à un moment donné, le mec, il rate un truc, il dit bon. Putain, si à l'entraînement il arrêtait de faire à chaque fois une fantaisie sur ce coup, peut-être qu'en match il le réussirait. Bon, bah au lieu de lui dire ça va tout de suite envenimer le truc, tu passes par l'entraîneur, tu dis bon, et qu'est-ce que tu en penses? Et l'entraîneur, moi, me dit des trucs, des fois il me dit écoute, peut-être tu devrais un peu plus focus sur ça, on va aller bosser ça. Peut-être que c'est Yann qui en a parlé, je sais pas, mais je veux pas savoir. Au moins, notre relation elle reste saine et cool, quoi. C'est top. Bravo les gars, bel investissement. J'espère que ça va jouer la qualif aux ATP Finals en 2024. Du coup, en remplaçant à Turin, c'est quoi c'est le tournoi où il y a le plus de prize, je crois. En tant que remplaçant, tu peux nous dire le petit bonus qu'il y avait? Remplaçant en double, on avait 25 000 bruts chacun. Donc au final, 17 000 euros pour passer une semaine D'entraînement. d'entraînement, de bouffe italienne. Et voilà. Après, quand tu sais qu'on était à une place de prendre, si tu veux, 4 fois ça pour jouer les gros, pour jouer rien que les poules, Ah ouais. c'est frustrant. Parce qu'on était au final qu'à 250 points, ce qui est rien dans l'année, parce qu'on finit avec 4000 points. Mais bon, il faut voir le verre à moitié plein et c'était quand même cool. Le move à Monaco, la Coupe Davis, l'entraînement Monte Carlo Country Club, comment ça s'est fait tout ça? Oula, ça s'est fait, ça fait 10 ans et demi maintenant que je suis installé à Monaco. Ça s'est fait quand j'avais 23 ans, si tu veux. La fédération monégasque m'a beaucoup aidé, m'a proposé de m'aider, de me payer une structure. Donc j'ai toute une structure autour de moi depuis ce jour-là. Donc maintenant j'ai un peu changé ma structure d'entraînement, mais je suis toujours avec eux. Guillaume d'ailleurs va partir avec moi au Mexique. Guillaume Couillard? Guillaume Couillard, le capitaine de la Coupe Davis. Alors juste à 23 ans, mais comment tu étais en contact avec eux? Est-ce que tu étais pote? Comment tu les as rencontrés? Mais en fait, je m'entraînais à l'ISP avant, qui était à Sophia Antipolis. C'était l'académie qu'il y avait avant Patrick Moratoglou. Voilà. Donc ensuite, Patrick a racheté et a fait son académie, mais j'étais là-bas. Donc c'est pas loin, si tu veux. Donc je m'entraînais avec eux de temps en temps. Et puis voilà, je m'entendais bien avec Guillaume, je m'entendais bien avec Romain. Et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement quand moi j'ai décidé de partir de l'ISP, qu'eux étaient là. Ils avaient besoin aussi d'étoffer. Pour plus tard, voilà, l'équipe de Coupe Davis, de voir un peu sur le long terme. Et voilà, pour moi, c'était une superbe opportunité. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, c'est ta base là-bas. Quand tu rentres à la maison, tu rentres à Monaco, quoi. Quand je rentre à la maison, je rentre à Monaco. Alors ma copine habite à Toulouse. On habite à Toulouse. Et du coup, je suis souvent là-bas aussi. J'ai mon préparateur physique en fait maintenant, qui est depuis 3 ans, Kevin Blandy, qui est là-bas. Et s'il était à Nantes, j'irais à Nantes pour m'entraîner avec lui parce que voilà, c'était avec lui que je voulais m'entraîner. Donc j'ai 2 bases, si tu veux. Sur le peu de moments que j'ai hors tournoi, c'est Monaco et Toulouse. Et voilà. Donc, Kevin est avec Benjamin Bonzi aussi. Tu le partages avec lui sur les tournois comme ça? Kevin, il est avec Bonzi, avec Ben, et il a commencé à travailler aussi avec Arthur Rinderknecht. D'accord.
et donc avec moi depuis 3 ans et demi. Alors sur la tournée ici, il était avec Ben à Hong Kong et à Auckland, et là il est principalement avec Ben. Moi j'ai mon entraîneur tennis. Au niveau des frais, je peux pas prendre tout le monde non plus. Et mais là tout à l'heure on a une séance ensemble avec Ben, tu vois. Et la plupart du temps, ouais, on partage les semaines. Ouais. Sinon, t'es en autonomie, tu as un programme et tu es évidemment autonome à plus de 30 piges, tu te connais quoi. Ouais, je me connais, mais j'ai besoin de Kevin dans le sens où, si tu veux, je suis quotidiennement, même quand il est à Hong Kong ou à Auckland avec Ben, j'ai quasiment tous les jours Kevin, on débrief et on se met d'accord sur ce que je vais faire le lendemain, quoi. Bon, du coup, cette interview, elle s'inscrit dans une série de 5 avec Constant Lestienne, Arthur Hinderknecht, toi-même, Nicolas Mahut et Terence Atman. Déjà, pour démarrer, est-ce que tu aurais un petit trait de personnalité, une phrase pour décrire chacun des membres de l'équipe? Ainsi peut-être qu'Arnaud Fray, son fondateur. Oula, tu me prends de court. Alors, Arthur, un trait de personnalité, non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je m'entends très très bien avec lui, on se connaît très bien depuis 3 ans. Et on a fait une finale en tournoi ensemble d'ailleurs, à Metz, à Si l'Open. tu devais le décrire en une phrase. Bon, en une phrase, bonne ambiance, Arthur. Toujours de bonne humeur. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et il a de la conversation et non, ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien. Intéressant, quoi. Intéressant, ouais. Ouais. Constant. Constant, magicien. Magicien, un petit peu... il est atypique, hein, il n'a pas un comportement comme tout le monde. Et il est pareil, il est très souvent de bonne humeur. De temps en temps, pas du tout. C'est un Ah peu... ouais, ça peut... Mais pareil, je suis constant, je l'ai rencontré à l'ISP. On se connaît très bien depuis... Ça va faire 15 ans maintenant. Et on a vécu de super trucs ensemble, même sur les tout petits tournois. Donc beaucoup de souvenirs et c'est un ami très proche aussi. Avant d'aller plus loin, chez les jeunes, t'étais dans le top, t'étais où toi? J'étais dans le ventre mou. J'étais pas dans les meilleurs, mais de mon année, j'étais dans les 15 meilleurs, mais j'étais pas dans les 3-4 meilleurs. Tu vois, j'étais tout le temps derrière Pierre Hugues à l'époque. Il y avait des mecs comme Puget, Sternbach, Belot. Et j'étais un petit peu derrière, mais je faisais les interligues. J'ai jamais vraiment excellé sur ces tournois-là. Toujours été à une main? Toujours. Magnifique. Nico Mahut? Nico, l'expérience, hein, je dirais. Je m'entends bien avec lui. Alors, on se connaît moins bien qu'avec Arthur et Constant. On a partagé pas mal d'entraînements. C'est toujours très sympa. Il a évidemment une carrière que j'admire beaucoup. Un palmarès assez incroyable. Il joue à droite. On a un peu le même style de jeu. Je me suis un petit peu inspiré de lui avant, avant de monter au classement. Enfin, je continue à m'inspirer de lui parce que ça reste c'est un très très bon joueur. Et voilà, je dirais l'expérience si j'avais un mot. Tu dois claquer une carrière à la Nico Mahut sur la longévité? Tu dois encore là à son âge? Tu disais que tu avais faim, les voyages, c'était pas trop une contrainte. Écoute, c'est ce que je me souhaite, hein. Je sais que j'en suis capable. Voilà, il a gagné 4 ou 5 grands chelems, peut-être 5. La Coupe Davis, bon, avec Monaco, on va essayer de monter déjà groupe 1 avant d'aller en groupe mondial. Mais avoir la même carrière, le même palmarès que Nico, ouais, c'est tout ce que je me souhaite, alors, vraiment. Terence Atman? Terence, le nouveau, je ne connais pas depuis très longtemps. Je l'ai rencontré en Chine, là, chez lui un petit peu, sur ses terres. Il a du jus, il est souriant aussi. J'aime beaucoup ce garçon et je pense il va faire mal bientôt. C'est ce qu'on lui souhaite. Arnaud Fray, et j'en profite pour voilà, faire une transition sur comment vous êtes rencontrés. Il est là. Comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qu'il t'a proposé précisément et pourquoi avoir rejoint ce team au-delà du fait d'avoir un nouveau sponsor quoi. Arnaud, alors pour la petite histoire, je l'ai rencontré ici à Melbourne il y a 1 an. Écoute, il était là en tant qu'ami et déjà sponsor de Constant à l'époque. Et je l'ai rencontré par hasard au Player Restaurant et il avait plus d'argent pour manger, donc je lui ai proposé mon badge sans savoir qui c'était. Et il a été touché, du coup il m'a fait remarquer qu'il était touché par ça et tout. Je lui ai dit écoute, il n'y a aucun problème. On a discuté et on s'est bien entendu et au final Constant a perdu, donc est rentré. Et moi j'avais 2 badges de dispo à ce moment-là parce que des amis devaient venir, ils ne sont pas venus. Et en fait il était avec son meilleur ami Franck, tu sais, que ton pote, Francky. Pac, président de Boulogne-sur-Mer. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Francky aussi. Et donc le duo infernal, les deux, étaient là, je les ai badgés et comme en fait ils m'ont dit qu'ils restaient quoi qu'il arrive jusqu'à ce que je finisse le tournoi et au final j'étais en finale, donc du coup on est restés les 2 semaines, je les ai vus tous les matins.
il me faisait marrer. Et Franck, le matin, m'attendait à l'entrée du stade pour me dire que mes adversaires, il les avait vus boiter. Enfin, il me mettait une pression pas possible. Et vigile en même temps. Exactement. Donc on s'est bien marré l'année dernière. On a fini par malheureusement on a perdu en finale, mais ils étaient dans le box sur la road lever. C'était quand même assez exceptionnel. Et c'est à ce moment-là que Carnot m'a proposé de faire partie de l'aventure. J'ai tout de suite dit oui. Et ensuite, il porte un projet qui est vraiment cool. Je ne sais pas si vous en avez sûrement déjà parlé, mais voilà, dans son entreprise, c'est le bien-être au travail. Il met un énorme accent dessus, la communication. Et voilà, je trouve qu'il y avait pas mal de ponts à faire avec le double, cette communication dans le travail un petit peu. Donc voilà, si je peux aider, pareil. Si tu veux, on communique. Lui, il m'aide sur pas mal de trucs, mentalement, sur comment aborder aussi les choses, le business hors du tennis, tout ça. Et puis moi, j'adore le voir sur les tournois. Il est là, il est frais. Ça fait de la présence. On est devenus potes, donc vraiment cool. C'est vrai qu'il y a cet aspect que j'avais pas autant conscience avant de faire cette petite interview ensemble. C'est la communication que tu as avec ton partenaire et maintenant avec le coach en plus. Le joueur de simple, il va être avec son coach. S'il arrive à dire les choses, parfois c'est pas toujours facile de dire les choses. Toi, tu as la double peine, entre guillemets. Et ouais, il y a certainement des petits tips à aller chercher. Ok, bon, on a fait le tour. Un autre truc dont je voulais te parler, c'était les matchs par équipe avec Toulouse. Je t'avais vu en direct, ça avait été diffusé sur YouTube quand vous aviez été champion de France de Pro A. T'étais comme un gamin, c'était incroyable, c'était beau à voir, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu joues encore dans l'équipe? Ça en est où tout ça? Est-ce que tu les fais encore ces matchs-là? Ou avec ton statut en fin d'année, maintenant, tu te concentres sur autre chose? Bien sûr, je les fais toujours. Donc cette année, j'ai raté les 2 premiers matchs en novembre dernier, j'ai raté les 2 premiers parce qu'on était au Masters, on devait être là-bas. Mais j'ai fait les 3 dernières, on s'est pas qualifié, on a fini 3e de la poule. Et on joue toujours. Après, depuis qu'on a gagné le titre, les années d'après, les 2 saisons d'après, on a eu des soucis pour avoir l'équipe au complet à chaque fois. Parce que soit il y en avait qui devaient se reposer, soit il y en a qui se battaient pour le cut en Australie. Donc on a manqué de joueurs sur certaines rencontres, ce qui nous empêche d'être vraiment consistants sur l'ensemble des 15 jours de compète. Et il y a des équipes comme Boulogne qui ont un contingent de joueurs assez incroyable, qui sont durs à abattre dans ces conditions-là. Donc on se battra pour aller chercher un autre titre, mais ces 2 dernières années, c'était compliqué. D'accord. Et le tableau est déjà sorti pour le double ou pas encore là, à l'Open Australie? Ça sort aujourd'hui. Il me semble. Un objectif particulier, évidemment il y a une finale à défendre. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe si tu la défends pas au niveau des points et tes objectifs de manière un peu plus générale sur l'ensemble de la saison dans la foulée? Alors au niveau des points, ouais, c'est 1200 points. Bon, c'est assez anxiogène ce système, t'as compris. Mais là je suis 15e. Si on défend pas ces points du tout, je crois que je passe environ 27, 28e. C'est pas catastrophique. Après le truc c'est qu'il faut en reprendre 1200 pour repasser 15e, donc ce qui est beaucoup. Mais voilà, je me focus surtout sur le premier match. Je me pense que les points, si tu veux, ils sont déjà perdus. Si tu veux, ils vont tomber quoi qu'il arrive. Donc il n'y a que des points à prendre entre guillemets. Donc voilà, premier match, deuxième match, on verra. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. On sait maintenant qu'on peut très bien jouer ici. C'est déjà important de le savoir. Et puis après pour la saison, moi je vais être numéro 1 mondial en double. Donc c'est mon objectif, donc il va falloir gagner un maximum de tournois, il va falloir aussi gagner en constance en l'équipe, dans mon équipe, parce qu'aujourd'hui on fait des très très gros résultats, après on a des périodes un peu moins faciles pendant 2-3 mois, puis ensuite on refait des très gros résultats. L'objectif c'est vraiment de raccourcir ces périodes de latence entre les très gros résultats, et ce qui me permettra de rentrer déjà dans le top 10, top 5 et j'espère numéro 1. Tu sens qu'il y a des trous d'air parfois contre des paires que vous pouvez affronter où les mecs sont tous monstrueux? Parfois il y a un peu de place, tu dis bon allez là, les gars ils sont pas très complémentaires. Sur les top teams là, les 8 meilleures équipes du monde, non, les mecs se connaissent, mais après et certains tournois où certains joueurs vont chercher le prize en double, admettons. Tu sens qu'il y a de la place parfois, ouais? Bah oui, il y a des équipes où on sent qu'il y a un peu plus de place d'habitude que d'habitude. Forcément, des mecs qui sont pas habitués à jouer ensemble, ou des mecs qui ont moins d'expérience sur le circuit, ou quand il y a un joueur de simple, un joueur de double, parce que le joueur de double, il allait chercher le joueur de simple,
pour pouvoir rentrer dans le tournoi. Voilà, c'est des équipes forcément moins expérimentées. Et nous, on les prend à la gorge dès le premier point. Et voilà, c'est plus simple que contre des équipes du top 8 qu'on a joué 15 fois l'année dernière. Tout le monde se connaît par cœur. On change les tactiques tout le temps. Ça se joue à chaque fois à 3 points dans un super tie-break. Donc oui, parfois, on joue des équipes où on sent qu'il y a un peu plus de place. Muy bien. C'est tout? Écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Peut-être tu peux filmer à l'intérieur, là. C'est tellement atypique. C'est clair. Interviewer la tenante, la tenancière. La rue, ouais, ça peut être sympa, ouais. On va... Sympa. Bon, Je toi, sais pas si on va communiquer l'adresse, parce qu'après, il y aura trop de monde. Ouais. Mais c'est petite rue. On se croirait pas à Melbourne, en fait, clair. j'ai l'impression. Ouais. On se croirait plus dans une petite rue en Europe qu'à Melbourne. C'est un vrai truc le brunch ici, hein. Là-bas, il y a une adresse où les gens faisaient la queue. Ça doit être assez bon ou très, très réputé. Merci en tout cas de m'avoir fait découvrir ce coin, ça fait plaisir. Et Mos, mec, bon tournant, hein. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour l'interview. C'est quand tu veux. Je sais pas si tu vas la garder dans les cartons jusqu'en 2028 aussi, comme l'autre, mais si ça sort, je serais ravi de la republier. Celle-là, elle va sortir là pendant le tournoi. Et en fait, ce qui est un peu délicat, c'est de trop parler. Tu vois, là, par exemple, quand on s'est dit le tableau n'est pas encore sorti, tu mets ça mercredi, les gens ils disent en fait ça n'a plus de valeur. Tu vois, heureusement, c'est arrivé un peu plus loin, donc ça va. Mais en fait, le challenge, c'est de réussir à faire un contenu qui va être valable pendant la quinzaine, pas trop périmable, tu vois. Donc ça, tu vas me faire le plaisir de claquer au moins une demi pour que ça reste dans le temps et que les gens se disent putain, Nice, faut absolument qu'on écoute. T'es chaud? Ok, je suis chaud. Et je fais le mixte aussi, donc Avec qui? avec une Hollandaise, Demi Schurz, avec qui on a fait quart à l'US. Super cool, que du bonheur. Là, pour le coup, c'est que du plaisir. On va chercher un peu l'argent. Et un peu d'entraînement entre les matchs, ça permet de s'entraîner, donc c'est cool. C'est quoi les conditions pour faire le mix? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Ouais, il faut à peu près faut être top 30. Top 30 à peu près, ouais. Le cut, c'est 50, 55 combiné. Donc pas facile. Et en simple? En simple, N'importe qui peut le faire? non, pareil, en fait, le cut du mixte, c'est top 30, donc ils prennent le meilleur classement. Et si t'es 40, t'es 2 mecs 40 en simple, enfin un mec, ils peuvent pas rentrer, quoi. Faut faire. Donc c'est pour ça que le tableau est tout petit. Donc si t'es pas top 30, tu le fais pas, quoi. Je pense que, je sais plus si Gasquet et Golovin, ils avaient été wildcard à l'époque à Roland. Ouais, ils avaient été wildcard, ils avaient gagné. Je pense que Richard, il avait que 17 ans. Ils avaient marché sur tout le monde, je crois, à l'époque. C'est spécial le mixte. Alors là, il n'y a aucune vérité. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est assez spécial. C'est quoi ton meilleur résultat en double mixte? Car j'avais jamais gagné un match. J'avais fait 7 first. Je comprenais pas trop comment le jouer. Et puis là, à l'US Open, on a gagné 2 bons matchs. Alors, c'est quoi la tactique? Il n'y en a pas. C'est tous sur la meuf. Technique de lâche. Exactement. Il faut aller très très fort sur. Il faut pas avoir de scrupules. Si vraiment tu veux gagner le tournoi, pas de scrupules. Faut y aller. Puis elles sont prêtes, les nanas, entre guillemets. Elles savent comment ça se passe. Il y a combien à la gagne pour un tournoi? Un grand chelem. De toute façon, il n'y a qu'en grand chelem. Donc il y a, il me semble, 50 par tête pour 50-60. C'est beau, ouais. Ça paye une bonne partie de la structure, ça fait du bien. Exactement. Merci mec, c'était génial, bon tournoi. Merci beaucoup. Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic, coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001, c'est cadeau.